7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La journée de jeudi à l'Assemblée nationale sera consacrée à la niche parlementaire des écologistes. Ces journées de séance, vous le savez, sont réservées une fois par mois à un groupe d'opposition qui peut présenter différentes propositions de loi qui leur sont chères. C'est à cette occasion que la semaine dernière, mercredi 27 mars, la commission des lois s'est réunie autour des textes proposés par les Verts en amont de leur présentation en hémicycle. Et un amendement d'un député MoDem a remis en cause un des principes de notre vie politique. Il a tout simplement proposé la suppression du suffrage universel direct. En vigueur depuis 72 ans, largement adopté par les Français lors du référendum constitutionnel de 1962, ce suffrage direct peut-il sérieusement être remis en cause par nos élus ? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons le politologue Christophe Boutin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sciences politiques et professeur de droit public à l'université de Caen. Vous êtes aussi l'auteur de différents ouvrages autour des rouages politiques, sur l'abstention électorale, la décentralisation, les partis politiques, le quinquennat et le septennat, et plus récemment sur la proportionnelle et le référendum. Tout ça aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et puis vous avez aussi coécrit 3 dictionnaires avec Olivier Dard et Frédéric Rouvillois aux éditions du CERF, le dictionnaire du conservatisme, le dictionnaire des populismes et le dictionnaire du progressisme. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter Erwan Balanant, ce fameux député MoDem du Finistère dont nous allons étudier les propositions ce matin. Et ensuite, dernier point qui va dans une cohérence totale, et j'espère que vous voterez cet article, que ce soit le Rassemblement national, maintenant peut-être les socialistes qui ont évolué sur ce sujet, les écologistes évidemment. Vous souhaitez qu'on nous passions à des gouvernements de projets, et non pas ce réflexe que nous avons en France d'être pour ou contre, et parfois d'avoir des coalitions. Et donc pour cela, nous vous proposons d'inscrire à l'article 24 de la Constitution qui définit le mode d'élection des parlementaires que pour les députés, ils soient élus à la proportionnelle, charge à une loi organique de régler les modalités du scrutin. Pardon. Et puis dernier point qui n'est pas un point porté par le groupe MoDem, mais qui est un point personnel. Moi, je souhaite revenir sur l'élection du président de la République. Voilà. Je souhaite que nous ayons une élection du président de la République qui ne soit pas au scrutin universel direct, mais au scrutin universel indirect, avec un collège à définir, sans doute pas le même collège qu'il y a quelques années en 62, mais c'est un débat que nous devons avoir pour que nos institutions se retrouvent leur Merci, équilibre. Monsieur Balanant. Voilà, on écoutait Erwan Balanant, le député MoDem du Finistère. Et il y a 2 idées à retenir de son intervention. La première, changer le mode de scrutin pour les députés par une élection à la proportionnelle, nous y reviendrons. Et la deuxième, c'est un retour au suffrage universel indirect. Son amendement, qui a finalement été rejeté, appelait à ce que le chef de l'État soit donc élu pour 7 ans par un collège électoral. Christophe Boutin, le retour au suffrage universel indirect ainsi qu'au septennat pour élire le président de la République, qu'est-ce que ça dit de l'état de nos institutions ? Bien écoutez, le parlementaire en question, alors passons sur le quart d'heure warolien et le fait que nous avons enfin découvert le nom de ce parlementaire qui jusqu'alors était, disons-le, un petit peu ignoré parmi la foule de ses semblables, et qu'il est apparu en lumière. Mais effectivement, n'oublions pas que c'est une revendication, je dirais, qui court depuis le début, qui court depuis le fait que Charles de Gaulle ait voulu mettre en place ce suffrage universel direct. D'ailleurs, non pas pour lui. De Gaulle estimait qu'il avait une légitimité historique tout à fait particulière, et simplement il se posait la question de savoir comment donner une légitimité semblable à ses successeurs. Comment leur permettre d'arriver, en tant que président de la République, à être de véritables contrepoids à des députés qui, eux, étaient élus au suffrage universel direct. Et c'est pour cela qu'il a choisi, en 62, de mettre en place cette élection au suffrage universel direct du président de la République, et qu'il l'a fait d'ailleurs en étant obligé d'utiliser l'article 11 de la Constitution et non pas l'article 89 destiné aux révisions, parce que le Sénat, lui, n'était absolument pas d'accord avec cette évolution et aurait bien continué à voir le président élu par un collège électoral. Ce collège électoral, d'ailleurs, enfin l'élection du président de la République, elle est, vous savez, il y a un tempérament, si je puis dire, qui est fait, ce sont les parrainages. Et dès le début, dès 62, lorsqu'on se pose la question du nombre de parrains qui sont nécessaires,
on a deux écoles. On a De Gaulle qui considère que 50 ou 100 parrains, c'est bien le maximum, qu'il faut laisser les Français s'exprimer, qu'il faut laisser les candidatures, je dirais, le plus libres possible. Mais on a d'autres personnes, Pompidou ou notamment Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing voudrait qu'il y ait 9000 parrains. Donc, il voudrait qu'il y ait une sorte de blocage, en quelque sorte, des notables, car ces parrains, ce seraient bien évidemment des élus nationaux et des élus locaux, une sorte de blocage des notables aux candidatures. Alors, vous parliez Voilà. de légitimité. Est-ce que une proposition de la sorte, elle ne remet pas en cause toute la confiance des Français dans ces élus qui entendent pour certains réviser la Constitution et le mode de scrutin le plus important de notre vie politique, à savoir justement l'élection du président de la République? L'argument du parlementaire en question, c'est de nous dire notre régime est un régime beaucoup trop présidentialisé. Alors je rappelle qu'il est MoDem, qu'il fait donc a priori partie de la majorité gouvernementale et que Dieu sait qu'Emmanuel Macron présidentialise encore un peu plus le régime qu'il l'a été auparavant. Mais voilà, est-ce que la critique sur la présidentialisation du régime est une vraie critique? La réponse est oui. La réponse est oui. Ça a existé dès le début. Je veux dire, bien sûr, théoriquement, les articles 20 et 21 de la Constitution confient la direction de l'État, non pas au président de la République, mais au Premier ministre. C'est le gouvernement qui dirige et conduit la politique de la nation. Et on sait que dans la pratique, il n'en est rien. On sait que dans la pratique, il y a effectivement, non pas une toute-puissance, mais une puissance très importante du président de la République. Si ce n'est que dans la lecture gaullienne des institutions, il y avait aussi, une responsabilité du président de la République devant le peuple. Par exemple, après une dissolution, si la dissolution envoyait une majorité contraire aux vœux du président, le président devait démissionner. Or, on sait qu'avec Giscard qui l'évoquait et avec Mitterrand qui l'a mis en œuvre, la cohabitation, elle, a été une lecture, je dirais, anti-gaulienne des institutions. Par ailleurs, Charles de Gaulle estimait que le président devait, sur les grandes questions, demander directement l'avis du peuple et tirer les conséquences de l'avis négatif du peuple, ce qu'il a fait en 69 en démissionnant. Or, ensuite, les présidents de la République, d'abord, n'ont pas fait un grand usage du référendum et surtout n'ont pas mis en jeu leur responsabilité politique en cas d'échec en référendum. Il y a eu des échecs et on a vu les présidents rester en place sans que cela les traumatise beaucoup. Alors, vous le disiez, ce député fait partie de la majorité présidentielle et il s'agit là d'une vraie critique du régime présidentiel. Est-ce que vous pensez que ça pourrait déboucher sur une vraie fracture de ce camp? Non, je pense pas que ça débouche sur une vraie fracture de ce camp. Il y a une question c'est une question qui dirait, qui est de plus en plus importante actuellement, c'est la place du président. Et notamment, derrière la place du président, je crois que la vraie question, quelque part, c'est la place des conseillers du président. On a actuellement, d'ailleurs, aussi bien chez le président à l'Élysée qu'à Matignon, et d'ailleurs, ce sont parfois les mêmes. On a, et dans les ministères aussi, on a toute une génération de jeunes conseillers qui ont en commun d'être totalement immatures, d'avoir des compétences très limitées et une suffisance, elle, et un ego assez remarquable. Et je crois que c'est un peu là qu'est le vrai problème, plus que dans la place du président. Même si effectivement, et on avait écrit avec Frédéric Rovillois, vous l'évoquiez tout à l'heure, un ouvrage sur le sujet lorsqu'on a mis en place le quinquennat, même si je reste très réservé par ce déséquilibre qui a été créé par le quinquennat en lieu et place du septennat, et par le fait que maintenant l'élection présidentielle précède l'élection législative, ce qui a renforcé, en tout cas jusqu'à la dernière élection, nouveauté, si je puis dire, mais ce qui a renforcé effectivement la présidentialisation du régime. Alors, le député donc Erwan Balanant parle de redéfinir le collège qui ne serait sans doute pas le même qu'en 62. Que veut-il dire par là? Le collège électoral de 62, c'est essentiellement des élus. On a un collège qui fait à peu près 46 000 personnes, des maires, des représentants des conseillers municipaux, des élus départementaux. À l'époque, on n'a pas encore vraiment une force régionale importante. Voilà pour le collège électoral. L'idée, encore une fois, c'est l'idée selon laquelle, à partir du moment où vous êtes élu, vous avez acquis une légitimité particulière et donc une légitimité pour ensuite décider du choix des autres.
Le suffrage universel, c'est quelque chose d'abord qui est apparu uniquement en 48. Je me permets de rappeler que c'est pas en 89 qu'on a mis en place le suffrage universel. Loin de là, nous sommes restés dans une république censitaire pendant bien longtemps. Donc en 48, le suffrage universel masculin, hein, je m'entends, apparaît. Le suffrage universel, il a toujours été contrebalancé par ceux qui estiment que le pouvoir doit appartenir non pas à n'importe qui, non pas à l'homme de la rue, mais aux sachants. Ce caractère oligarchique, il est toujours en vigueur. Donc là, ce que proposait simplement le parlementaire en question, c'était d'adjoindre à ces élus, de leur adjoindre les représentants du Conseil économique, social et environnemental, ça ne fera pas énormément de gens, et d'autres représentants des forces vives de la nation, si je puis dire, autrement dit des syndicats, de quelques associations qui auraient été reconnues, dont on pourrait avoir les dirigeants qui viennent siéger. Dans tous les cas de figure, on est bien dans cette logique de captation oligarchique du pouvoir. Alors justement, vous parlez donc, de caractère oligarchique. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer que ça permettrait une certaine unité de la nation, alors qu'aujourd'hui, justement, le pays est traversé par de nombreuses crises, on voit un peuple qui est finalement très fracturé. Est-ce que ça ne permettrait pas de retrouver un certain équilibre politique ? Ah, mais à partir du moment où j'ai une seule personne qui vote, j'ai effectivement une unité de la nation tout à fait assurée, hein, soyons clairs. Et si on est uniquement une bande de quelques 50 amis qui s'entendent bien dans notre club à diriger pour l'ensemble de la nation, là aussi on aura une unité. La règle du jeu démocratique suppose la confrontation, suppose le débat d'idées. C'est comme ça. On apprécie ou pas la démocratie, mais c'est la règle du jeu. Et la règle du jeu démocratique est aussi que dans chaque individu, dans chaque citoyen, il y ait une capacité à dépasser ses intérêts propres, une capacité à penser au bien commun lorsque l'on fait des choix en élisant telle personne ou en décidant directement dans le cas extrême où on nous demande notre avis, où on veut bien nous demander notre avis par référendum. C'est la règle du jeu. Voilà. Soit on estime que cela doit fonctionner comme cela et on en accepte effectivement les travers. Les travers, c'est effectivement parfois une ambiance non pas de guerre civile, mais des conflits qui peuvent être un peu importants, une société qui peut être clivée, mais le clivage en soi n'est pas nécessairement négatif. Le clivage aboutit au débat, et le débat, l'élément clé de la démocratie. Alors je m'éloigne un petit peu, quoique peut-être pas tant de ça. Ces propositions ont lieu dans le cadre de la niche parlementaire écologiste étudiée en commission des lois mercredi dernier, avant son passage en hémicycle jeudi. Un autre député, NUPES cette fois-ci, a quant à lui soumis un amendement pour supprimer le 49.3. Il le trouve abusif. On peut en noter 23 depuis la 16e législature. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Boutin ? La question n'est pas de savoir s'il faut supprimer le 49.3, la question est de savoir pourquoi est-ce que le 49.3 n'aboutit jamais au vote d'une motion de censure en France. Alors que je rappelle quand même comment cela fonctionne. Le gouvernement met en jeu sa responsabilité et il n'appartient à ce moment-là aux députés de l'Assemblée nationale de voter, s'ils le désirent, une motion de censure. Si la motion est votée, le gouvernement démissionne et le texte n'est absolument pas adopté. Donc il y a une solution. Pourquoi est-ce que les députés se refusent à voter les motions de censure depuis 1962 justement? Parce que on a eu le cas d'une motion de censure qui a été votée contre le gouvernement Pompidou et qui a donné à la suite le vote, le choix du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité qu'a effectivement le président, Charles de Gaulle, demandant à ce moment-là son avis au peuple, et disant au peuple en quelque sorte, voilà, soit vous reconduisez la même assemblée qui s'oppose à mes projets et je démissionne, soit vous me donnez une majorité qui soit conforme à mes vœux, et à ce moment-là, je reste en place. Bien, donc c'est un référendum, vous voyez, c'est un arbitrage, cette dissolution, c'est un arbitrage par le peuple, ici. Or, bien évidemment, il semblerait que nos camarades parlementaires se rendent compte que, mon Dieu, les temps sont durs, que à retourner sur les places de marché avec le temps qu'il fait, la pluie et tout ça, c'est quand même quelque chose de difficile, qu'on n'est jamais sûr d'être réélu, qu'après tout, mon Dieu, c'est chauffé à l'Assemblée nationale et que la paye n'est pas si mauvaise. Autant d'éléments qui expliquent, je crois, partiellement au moins, pas totalement bien sûr, mais partiellement au moins, le peu d'appétence qu'ont nos amis parlementaires pour voter une motion de censure. Mais rien n'empêche de le faire. Donc voilà, il y a un équilibre
en la matière. L'équilibre suppose peut-être parfois de faire preuve de ce qu'on appelle bêtement du courage politique. Mais écoutez, on va finir sur ces mots et ça sonne bien comme une conclusion. Merci beaucoup Christophe Boutin de nous avoir éclairé sur cette loi qui n'aura pas fait long feu puisque l'amendement a pour l'instant été rejeté. Alors peut-être qu'on en reparlera d'ici quelques temps. Merci beaucoup Christophe Boutin. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et professeur de droit public à l'université de Caen. À très bientôt.